Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Hey, vous êtes là? Vous savez, avec mon travail, j'ai pas toujours le temps de prendre du temps pour jouer de la guitare devant mon foyer dans ma chaumière. C'est pour ça que dans le temps des fêtes, je prends le temps de le faire. Et c'est merveilleux, la magie de Noël, mais c'est merveilleux aussi la magie du cinéma. C'était pas moi qui jouais de la guitare, c'était un accompagnement. Donc, je remercie le YouTuber que vous pouvez voir à l'écran là, qui jouait. Vous pouvez aller consulter sa chaîne YouTube. Je vous invite à aller le faire. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de YouTubeurs intéressants à découvrir là-dessus, sur cette plateforme-là. Encore une fois, abonnez-vous à notre chaîne YouTube aussi, parce que je pense qu'on fait du contenu qui a quand même du bon sens aussi. Et contenu original, ben, j'espère que Bienvenue à bord va venir pour la prochaine année. Bienvenue à bord 4, donc ce sera à suivre. Bienvenue à bord 3 tarde un peu à sortir sur notre chaîne YouTube, mais ça va venir d'ici début 2020. Donc, sur ce, c'est notre dernière émission de l'année. J'espère que vous avez aimé l'année qu'on vous a présentée là, depuis, je pense, septembre, octobre, qu'on a recommencé l'émission d'information, octobre, je pense. Donc, j'espère que vous aimez la façon qu'on vous présente ça. Aujourd'hui, je ne suis pas à l'extérieur, je ne suis pas en train de courir dans la neige. Je vous accueille chez moi, dans ma chaumière, pour vous présenter l'émission d'actualité. Donc, cette semaine, je ne m'étirerai pas trop en introduction. On a déjà une bonne émission qui nous attend. Dernière émission, mais une très bonne émission. Donc, cette semaine, à retardement, je vous présente la Fête des Lumières qui avait lieu le 7 décembre dans le parc de l'église de Trois-Pistoles, ainsi qu'à la chapelle et à la salle Vézina. Le 11 décembre également, je me suis rendu à la salle Bois-Bouscache de la MRC Les Basques parce qu'une annonce était faite par rapport à la gériatrie à Trois-Pistoles. Donc, des investissements seront faits. Et petite nouvelle, le GIED des Basques profitera de ces sommes. Le 12 décembre, il y avait une grande table pour l'Alliance de solidarité du Bas-Saint-Laurent et Iliana a pu avoir une rencontre avec les principaux intéressés pour nous donner les grandes lignes de cette table-là. Également, le 12 décembre, je me suis rendu au gymnase de l'école secondaire de Trois-Pistoles pour rencontrer le club de gymnastique, les Gymnos. J'ai pu rencontrer la présidente du conseil d'administration ainsi que l'entraîneur en chef parce que le club de gymnastique a acheté il n'y a pas si longtemps un nouveau plancher pour pouvoir faire leurs activités et j'en dirai pas plus parce que je pense que le reportage parle de lui-même. C'est très intéressant et j'ai eu plusieurs gymnastes qui ont voulu parler à la caméra pour me dire qu'est-ce que ça change pour eux autres d'avoir ce nouveau plancher, ce nouveau sol-là de gymnastique. Le 14 décembre, à la salle colombienne des Chevaliers de Colomb du Conseil 3917, c'était la fête de la famille. Donc, notre reporter et grand chevalier des Chevaliers de Colomb, Ghislain Vachon, était sur place pour prendre des images de la fête de la famille. Et finalement, le 16 décembre, Iliana est allée à la rencontre de M. Bertin-Denis, donc le préfet de la MRC des Basques, pour suivre le dossier un peu de récupération des Basques, pour voir où ça en est, les négociations par rapport à ça, pour espérer que Récupération des Basques reste dans la région. Donc, c'est ce qui fait le tour pour cette semaine. J'espère que vous allez aimer les reportages qu'on vous présente. Nous, comme d'habitude, on se revoit un peu plus tard dans l'émission. Et sur ça, je vous souhaite un très bon visionnement.
édition de la Fête des Lumières de Trois-Pistoles en ce samedi 7 décembre. On prend place dans le parc de l'église, mais également à l'intérieur de l'église avec une foule d'activités. Entre autres, on est actuellement au marché des Lumières où on retrouve 23 exposants en plus de la cuisine collective Croque Ensemble des Basques. Ils vous offrent une panoplie de produits allant des cupcakes à la bûche de Noël en passant par les baklavas jusqu'aux bijoux, colliers et autres beaux petits présents à faire pour votre entourage avec les fêtes qui s'en viennent. Donc, le marché se déroule jusqu'à 16h aujourd'hui à La Chapelle. Par contre, dans le cadre de l'événement, il y a de l'animation extérieure sur le site avec les 3 mascottes de la Pat' Patrouille, Chase, Marcus et Stella. On a également des tours de carriole avec les chevaux qui ont lieu également jusqu'à 16h. On a aussi du maquillage avec la Fée Binette dans la salle Vézina, où sont aussi présentes nos amis le Cercle des fermières avec des ateliers de bricolage, mais également des métiers à tisser qui sont en action avec leurs membres, qui ont tout un savoir-faire. On retrouve aussi une exposition de Bonne Noël, une exposition aussi de leur création. Ils font également en vente certains produits et vous aurez aussi certains produits zéro déchet qui sont en démonstration par le Cercle des fermières. Toujours à la salle Vézina, de 13h à 16h, la fabrique y est également pour vendre les billets de sa fameuse loterie paroissiale. Et au profit de la pastorale, il y a des cartes de Noël à vendre. Dans l'église, on retrouve également des tours guidés uniques. Comme par exemple, qu'est-ce qu'un confessionnal? Certains parmi nous le savent. D'autres sont sceptiques et en doute. Alors, c'est l'heure de découvrir à quoi sert le confessionnal. Les visites guidées sont animées par Christine Dubé, présidente de la fabrique, rien de moins. Et une contribution volontaire est demandée pour profiter des visites. Les départs ont lieu à 13h, 14h et 15h. 15h, c'est une heure importante à retenir puisqu'il y aura l'illumination de l'église. 15h30, on se réchauffe en Zumba avec Mélanie Perrin du Grand Défi Pierre Lavoie où l'école secondaire s'implique. On aura à compter de 16h la fanfare de percussion afro-brésilienne Calafuba qui, avec ses 15 musiciens, vont nous lancer l'appel pour la parade lumineuse où piétons et coureurs partiront dans les rues avec leur collier de lumière afin de montrer tout le dynamisme de notre population, de notre communauté. Et le retour se fait directement à l'église. Je vends du saumon, de la truite fumée, de la mousse de truite, du fromage, du saumon mariné, truite marinée, puis des olives, des peanuts fumés. Vous faites ça depuis combien d'années? Ça fait environ 5 ans que je fais ça. Ouais. Je fais des marchés, c'est mon premier. J'ai fait un marché des saveurs à Rimouski pour la première fois cette année, puis ici, c'est un autre test que je fais. Est-ce que les gens peuvent retrouver vos produits en ligne? Oui, en ligne, et je fais de la livraison dans la région de Rimouski, bien sûr, mais vous pouvez m'appeler ou passer à la maison avec rendez-vous. Qu'est-ce que vous faites à la Rose des Sables? C'est des biscuits artisanaux, du pain traditionnel. Des biscuits qui sont farcis avec la pâte d'amande, avec le pistache, avec les dattes, qui sont toutes parfumées à l'eau de fleur d'oranger, cannelle. Vous faites ça depuis combien d'années? Ça fait 4 ans que je fais ça et je fais aussi tout ce qui est interculturel. Ça veut dire, c'est pas juste pâtisserie marocaine, mais je fais les pâtisseries qui viennent de la Méditerranée aussi. J'utilise le miel de Saint-Paul-la-Croix pour mes pâtisseries. Et je fais des baklavas, des bons baklavas maison. Vos produits sont disponibles à quel endroit? Ils sont sur tous les marchés publics à Trois-Pistoles, l'été, marché public à Rimouski, et je fais la Matapédia. Ils sont disponibles dans les points de vente à Rimouski, à la Copalina, et marché du Monde et IGA à Rimouski. Qu'est-ce que vous me conseilleriez comme produit aujourd'hui? La première fois, mais une boîte de biscuits qui sont variés. Sont soit farcis avec la pâte d'amande, la confiture maison de prunes,
ou les baklava qui sont faites avec le miel de Saint-Paul-la-Croix. La mielerie de Saint-Paul, ça fait plus de 40 ans qu'elle existe. L'hydromellerie, ça fait environ 17-18 ans que ça existe. Nous, ici, on a des miels naturels, miel baratté. On a des miels aromatisés, on a des miels spécialisés de sarrasin, de bleuet. On a des différents petits emballages cadeaux avec des vinaigrettes, des petits caramels au miel, des petits miels spécialisés. On fait différents types de vins aussi, principalement des hydromels. Ça, les Filles du Soleil, c'est un vin de miel. Les autres, c'est des vins de miel aux fruits, c'est-à-dire la coureuse des champs, c'est aux fruits des champs. La Route des Sauvages, c'est un produit qu'on a sorti cet été. C'est un vin de miel aux fruits sauvages d'Amérique qui se situe le long de la Route des Sauvages entre Saint-Épiphane et l'Île Verte. Puis le nectar du terroir basse, c'est un hydromel aux pommes. Des pommes de Trois-Pistoles ici, des vergers Franc-Nord, et le verger Soleil présentement. Puis on a des pastilles au miel, on a différents types d'emballages cadeaux qu'on peut offrir. Combien d'abeilles travaillent pour vous? L'été, il peut y avoir entre 30 et 40 millions d'abeilles environ. On a entre 325 et 350 ruches. Puis dans le gros de la saison, il peut y avoir entre 60 et 80 000 abeilles par ruche. Donc ça fait beaucoup de monde pour nous, la récolte de miel, mais également pour la pollinisation, parce que l'abeille, c'est très important pour la biodiversité, puis la pollinisation des fleurs pour les fruits, les légumes, les noix et tout. Nous avons des pâtés à viande, des pâtés au poulet, des pâtés aux légumes. Puis nous avons aussi des tartes aux pommes, au sucre et au sirop d'érable. Vraiment merveilleux, c'est très bon. On a été préparés les semaines qu'on vient de passer, là. Il y a beaucoup de monde. Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus? Oui, mais je trouve que c'est vraiment merveilleux, là. Ça marche bien, puis il y a beaucoup de monde. Puis, c'est ce qu'on attendait aussi, là, beaucoup de monde. Il y a des belles exposés, hein? Franchement, c'est vraiment beau. On fabrique un papier de chiffon, c'est-à-dire qu'on fait un papier à partir de vieux vêtements de coton et on intègre les algues. Après ça, on fait différents produits, des albums, des cartes, des différentes reliures et impressions. Vous faites ça depuis combien de temps? Ça va faire bientôt 15 ans. Donc, on est installé à l'Île Verte. On a la boutique et l'atelier. C'est sur la rue Saint-Jean-Baptiste, juste en arrière des Trois Fumoirs. Est-ce que les gens peuvent vous retrouver en ligne? Oui, on vend aussi on a notre site Internet, on vend sur Etsy et la boutique, elle va être ouverte pendant le mois de décembre pour le temps des fêtes. C'est Marie-Claude Larocque. Je suis la propriétaire de la savonnerie artisanale La Mousse de Mer à l'Île Verte depuis déjà 8 ans. J'ai tout plein de produits avec moi aujourd'hui. Je fais beaucoup dans le zéro déchet, dans les produits 100% naturels, les shampoings solides, les shampoings végés. J'ai les cakes vaisselle, les savons du pays. Puis j'ai aussi beaucoup de produits qui sont plus parfumés, là, pour plus amusants pour les enfants en tout cas. Puis j'ai mes balles de séchage. Puis je fais beaucoup de cello écolo aussi, qui est une pellicule de cire d'abeille là, pour remplacer le cellophane. Puis les balles de séchage, etc. Les gens peuvent vous retrouver où? Je suis à l'Île Verte. Je suis derrière les Trois Fumoirs. Il faut rentrer dans le village là, pour me trouver. Je vais être ouvert tout le mois de décembre, du mercredi au samedi. Puis je vais rester ouvert jusqu'au 24, là, le dimanche, lundi, mardi de la dernière semaine avant les fêtes. Est-ce que les gens peuvent vous retrouver en ligne? Oui, je suis aussi sur Etsy. Depuis déjà 2 ans que j'ai ma boutique en ligne sur Etsy. Puis il y a presque tout est déjà en ligne. Il y a peut-être quelques ajouts encore à faire, là, mais c'est presque tout là.
Qu'est-ce qui vous a donné le goût de commencer à faire ces produits-là? J'étais une très grande collectionneuse de savons, puis j'en faisais avec ma grand-mère quand j'étais petite, là, les savons de pays. Je faisais ça. Ma grand-mère nous a appris, on avait 12 ans, tous les cousins, cousines, on se ramassait chez grand-maman, puis on faisait des savons. Dans le temps, c'était dans la marmite. Bien, merci. Ça me fait plaisir, merci. Je suis très heureux puis très fier d'être avec vous aujourd'hui au nom de ma collègue, la ministre responsable des aînés des proches aidants, Mme Marguerite Blais, pour souligner l'implantation d'une très, très belle initiative pour notre région. Il s'agit du projet pilote de gériatrie sociale soutenu par la Fondation Âge, un de nos fiers partenaires dans nos efforts collectifs pour lutter contre l'isolement social des aînés. Tantôt, quelqu'un me rappelait gentiment que c'était une de mes thématiques que je parlais souvent, l'isolement social de nos aînés. Je parle, j'agis, j'essaie d'être présent le plus possible partout dans le comté, de rencontrer les gens, de les écouter, et c'est un problème qui est majeur. Et aujourd'hui, vous comprendrez que c'est une belle annonce pour un député qui rencontre les gens, qui écoute les gens, puis qui travaille avec les gens du milieu, de pouvoir participer avec vous autres à cette annonce-là. Alors, ces intervenants sont rattachés à l'organisme, ici, Logiaide des Basses, une entreprise d'économie sociale qui fournit de l'aide à domicile aux gens. Le Bas-Saint-Laurent fait partie des régions du Québec les plus touchées par le vieillissement de la population. Alors, 25 de la population est âgée de plus de 65 ans. La MRC des Basques est le secteur qui compte la plus forte proportion des personnes âgées, 31,5 %. Quand Marguerite Blais est venue l'an passé, au mois de juin, c'est-à-dire l'été passé, je disais à Marguerite puis aux intervenants autour de la table, cette problématique-là, comment pouvons-nous en faire quelque chose de différent? Comment pouvons-nous faire un plus avec cette situation-là? Concrètement, pourquoi on ne serait pas une région pilote? Pourquoi on ne serait pas capable d'exporter, de développer un savoir-faire puis de l'exporter? Je pense qu'on a fait ensemble un pas dans la bonne direction. C'est loin d'être fini, ça demande encore de l'ouvrage, ça va demander des investissements, ça va demander encore des efforts, mais on est parti dans la bonne direction et ça vient d'ici. Il faut être capable aussi de dire quand ça va bien au bon coup, quand on a des participations qui sont communes au bien-être du milieu. Aujourd'hui, la ministre avait annoncé 1,3 million. Il y a 3 projets pilotes. Ici, on a 300 000 $, l'ensemble du projet, incluant le personnel, si je ne me trompe pas, qui va partir au Québec. Il y en a un qui est dans un milieu rural au Québec. Il est ici. Il est au Basque. C'est ce qu'on annonce aujourd'hui. Les 2 autres, ils sont en banlieue de Trois-Pistoles. Québec puis Laval. C'est notre banlieue éloignée. Alors, écoutez, c'est d'autant plus une fierté que oui, on est capable d'être positif, de construire, et on en a encore une preuve ici. Alors, les intervenants vont avoir pour mandat de répéter, de dépister également les personnes en situation vulnérable, d'isolement, d'améliorer leur qualité de vie et leur mieux-être et assurer une meilleure continuité dans leur parcours de services communautaires de soutien à domicile. La lutte contre l'isolement social des aînés est une de nos priorités également gouvernementales et nous sommes engagés concrètement en ce sens, comme aujourd'hui, je viens de vous le mentionner, en témoigne ce projet. L'approche novatrice de la Fondation contribue de manière directe à favoriser le caractère inclusif que nous voulons donner
à l'ensemble de notre société à l'égard des aînés. Nous avons à cœur d'innover pour améliorer la qualité de vie des aînés dans la région du Bas-Saint-Laurent, dans le comté de Rivière-du-Loup-Témiscouata, dans la MRC des Basques également. Car le rapport au niveau de la vie sociale est non seulement souhaitable, mais essentiel dans la collectivité, essentiel dans la transmission des connaissances, dans une transmission de valeurs, dans une transmission de savoir-faire. Je tiens donc à remercier Mme Blais pour son appui, mais également les équipes du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, de même que l'organisme Logiaide des Basques, avec tout mon respect. Alors, je salue également l'importance des professionnels de la santé et des services sociaux de la région qui collaborent avec les équipes pour offrir un meilleur service possible aux aînés. Voici ce que j'appelle comment transformer une situation peut-être pas nécessairement des plus excitantes au départ en opportunité. On est un projet, on est ici et on est capable d'aller encore plus loin. C'est vraiment un moment excitant pour moi, puis les gens à la Fondation. Depuis plusieurs années, on a travaillé à développer une approche de gériatrie sociale qui est, somme toute, unique au Québec, au Canada, puis probablement ailleurs dans le monde. On a trouvé une façon de rejoindre les gens, non seulement de rejoindre les gens dans leur milieu quand ils vivent de la solitude, par exemple, mais aussi de les accompagner et de les mettre en lien avec les ressources qui existent et auxquelles ils ont de la difficulté à avoir accès. La particularité de la gériatrie sociale, c'est qu'on arrive à faire de la gériatrie tout en améliorant les déterminants de la santé en général. La gériatrie, c'est un modèle qui prend soin de la santé des aînés en essayant de corriger autant que possible les problèmes médicaux, les problèmes de santé, pour faire en sorte que la personne ait une plus grande autonomie. Le système de santé, c'est super important. On dépense beaucoup d'argent là-dedans, mais ça compte pour à peu près 25 % de la santé d'une population. Avec la gériatrie sociale, on vise à maximiser le bénéfice de ce 25 %-là en agissant sur les autres déterminants sociaux en même temps, en parallèle de ce qui se fait. Puis on a trouvé par notre expérience, par notre expertise, l'expérience qu'on a eue sur le terrain à Québec, parce que le modèle est né dans une entreprise d'économie sociale comme Logiaide à Québec. Je me rendais là, j'avais mon petit bureau, j'allais voir le monde chez eux là, pour essayer d'améliorer leur santé. Puis le déclic s'est fait là. Il y a 35 préposés en aide domestique là, qui travaillent à Logiaide. C'est la même chose à Québec, au service amical et à Laval. Ces gens-là sont là au quotidien, tous les jours, toutes les 2 jours, 3 jours, 4 jours, des fois plusieurs fois par semaine pour donner des services. Ils connaissent les aînés, ils les voient, puis ils n'ont pas de débouchés quand il arrive une situation problématique. La gériatrie sociale, c'est une façon de leur amener un débouché, puis de faire en sorte que quelqu'un prenne la balle au bon, puis aide les personnes, accompagne les personnes dans la résolution de leurs problèmes. À la Fondation, on dit qu'on veut aider les gens à mieux vivre, on veut ajouter de la vie aux années. On a ajouté beaucoup d'années à la vie là, depuis les 25-30 dernières années dans le monde de la santé. Maintenant, on veut s'assurer que ces années-là vont être profitables pour les personnes, qu'elles vont les vivre dans des conditions intéressantes, avec une qualité de vie intéressante, puis qui vont sortir de l'isolement quand ils sont isolés. Et donc, c'est ce qu'on va permettre de faire avec la gériatrie sociale. On ne veut pas créer des nouveaux organismes. Il y a plein. On nous a dit que dans la région ici, il y a déjà plein de morceaux qui existent dans le grand casse-tête de la santé. Là. Bien, ce qu'on veut faire avec la gériatrie sociale, c'est venir aider à faire le casse-tête. La Fondation va être là en appui. Les navigateurs vont être installés chez Logiaide. Puis nous, on va être là pour transmettre l'expertise qu'on a développée sur le terrain, puis faire en sorte que vous puissiez vous l'approprier ici, puis la modeler à votre goût. Parce que, comme M. Tardy disait tantôt, vous êtes un des 3 sites pilotes, le seul en milieu rural, mais notre objectif, c'est qu'il y en ait partout au Québec un jour. Et donc, vous avez la chance d'influencer ce qui va se faire dans les 10 prochaines années en termes de gériatrie sociale au Québec. Donc, profitez-en. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Quand j'ai commencé ça, il y a 5-6 ans, là, j'étais loin de me douter que ça allait
arrivé à ce stade-ci maintenant. Je regardais ce qui s'était passé en pédiatrie sociale. Ça a pris 25 ans au docteur Julien avant de faire changer quelque chose. Pour ce qui est du vieillissement, on a 5 ans devant nous autres pour s'organiser. Ça fait 25 ans qu'on veut faire du maintien à domicile, puis qu'on dit qu'on veut faire du maintien à domicile, mais on ne l'a pas encore fait, puis là, on le fait. Fait que bravo à Trois Pistoles. Vous avez un des projets les plus porteurs en termes de prise en charge du vieillissement, et donc on va vous aider à faire ça. Je suis très heureuse d'être ici pour ce grand projet-là qui s'en vient, qui arrive chez nous à Logiaide. Puis je suis très heureuse aussi d'avoir des gens à côté de moi. Je me sens supportée. Puis je pense que c'est un petit peu ça l'esprit avec lequel nous, on prend ce projet-là. Donc, c'est ça. C'est vraiment un projet qu'on veut qu'il soit pris par la communauté. Donc, Logiaide, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un organisme à but non lucratif dont la mission est d'offrir des services d'aide domestique et aussi d'assistance personnelle, en priorité aux personnes en perte d'autonomie, aux personnes handicapées et aux personnes en difficulté temporaire, ainsi qu'à l'ensemble de la population résidant sur le territoire de la MRC des Basques. Cette année, nous fêtons notre 18e année d'existence. Par les services qu'on offre, Logiaide vise principalement à maintenir le plus longtemps possible les personnes en perte d'autonomie et les personnes handicapées dans leur milieu de vie naturel, en offrant notamment du répit aux proches aidants. On vise aussi à travailler en partenariat avec le réseau de la santé en assurant des services aux personnes en convalescence à domicile. On veut aussi favoriser le maintien, l'amélioration de l'autonomie, de même que le bien-être et l'insertion sociale chez les personnes rejointes. Et enfin, fournir des services d'aide domestique et d'assistance personnelle de qualité à l'ensemble de la population par le biais de personnes compétentes. Qu'est-ce qu'on offre comme service aux aînés? Nous, on offre de l'entretien ménager, de la préparation de repas, de l'approvisionnement, de la présence-surveillance, du répit pour les proches aidants et des services d'assistance personnelle. Le travail est accompli par 3 employés de bureau. Vous êtes chanceux, vous en avez 2 sur 3. La 3e garde le fort. Et 35 préposés à domicile. Maintenant, les personnes qui ont recours au service de Logiaide font face à des réalités qui sont souvent complexes et de toutes sortes. Elles doivent composer avec l'apparition de limitations, mais aussi se débattre dans un environnement parfois peu favorable au maintien de leur qualité de vie. On parle d'isolement, on parle de difficultés à avoir des services, de l'approvisionnement, etc. Je vous en donne quelques autres exemples. Comment obtenir de l'aide lorsque vous ne connaissez pas les services? Comment conserver une bonne santé quand vous n'arrivez pas ou plus à vous alimenter convenablement? Comment obtenir les soins requis par votre état de santé lorsque votre clinique médicale est à plus de 30 km de chez vous? Ça, c'est le rural, là. On en parlait tantôt. Et à qui s'adresser lorsqu'on se pose des questions sur l'inaptitude, sur son traitement médical, son chèque de pension? C'est souvent des questions qu'on rencontre, qu'on entend, nous, dans notre métier au quotidien. Chez les personnes aînées, chez qui les préposés passent 1 fois, 2 fois, parfois 5 fois par semaine pour les aider dans leurs tâches ménagères, les accompagner à l'épicerie ou leur offrir de l'assistance au bain, les préposés sont vraiment les témoins directs de l'évolution de la condition et des besoins des personnes. Puis devant certaines situations, je ne me souviens plus qui d'entre vous deux l'a dit tantôt, elles sont souvent en prise avec un grand sentiment d'impuissance. Nous, ce qu'on entend, c'est « qu'est-ce que je fais là? Je le sais, je suis au courant de l'information, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je fais pour référer? » Hein? Donc, on le voit, on l'entend, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est pour ça que nous, on veut développer la nouvelle approche qu'est la gériatrie sociale, parce qu'elle abolit les frontières du soutien à domicile. Donc, on va être en lien direct avec le réseau. Donc, pour nous, c'est vraiment tous les organismes communautaires qui font partie du réseau. Le réseau de la santé, les médecins, ça va vraiment abolir ces frontières-là. Donc, ce qu'on souhaite vraiment avec tous les partenaires, c'est vraiment d'agir précocement sur les déterminants de la santé des aînés sous la coordination d'une équipe qui va être connectée sur les personnes qu'elle dessert. Donc, plus concrètement, le projet, quand il va arriver à Logiaide, qu'on va avoir nos navigateurs et tout ça, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce projet-là appartienne à la communauté. Donc, Logiaide est porteur, mais vous savez, on en a déjà eu des projets dans la communauté. Je regarde les partenaires. Donc, il y a un organisme porteur, mais pour nous, l'objectif, c'est vraiment que tout le monde s'approprie ce projet-là, puis que si vous avez, vous aussi, connaissance, les intervenants du milieu, tout ça, qu'il y a des situations, bien, vous allez avoir un endroit pour venir exprimer ces besoins-là
vous allez être entendus, puis on va pouvoir travailler avec le réseau de la santé, comme je le disais tantôt, avec les médecins. Ça va être tout de suite pris en charge, donc ça va permettre vraiment d'aider nos aînés à rester chez eux, dans le confort de leur foyer le plus longtemps possible. Donc, je vous remercie de votre écoute. Merci à mes supporters. Hey, vous êtes encore là? J'espère que vous avez aimé les premiers reportages qu'on vous a présentés. On prend une courte pause publicitaire et sur ce, on se revoit à la fin de l'émission. C'est une démarche collective issue de l'Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale qui vise à prendre des décisions collectives concernant les différents projets qui vont être mis en branle en lien avec la lutte à la pauvreté. À la grande table du 12 décembre dernier, il y avait une participation assez importante. On a été vraiment surpris. Il y avait environ 42 personnes, incluant des partenaires des différents milieux institutionnels, milieux scolaires, communautaires, et aussi 15 personnes citoyennes qui étaient présentes. Durant l'avant-midi de travail, il y a eu plusieurs discussions qui ont eu lieu. On a fait une activité de mise en commun, mise collective, pour être capable d'avoir un semblant de vision commune entre les différents participants et participantes de l'activité. Et on a fait aussi une activité qui permettait de faire le choix des différents chantiers liés à la pauvreté qu'on voulait travailler dans les 3 prochaines années. Ces chantiers de travail ont été décidés de manière démocratique et collective. On parle de sécurité alimentaire, on parle aussi de transport et de logement. Donc, des groupes de travail vont se pencher sur ces différents chantiers-là pour être capables d'approfondir, de faire un portrait détaillé de la situation sur ces 3 enjeux-là, pour ensuite faire des propositions et mettre de l'avant les différentes solutions aux problèmes liés à la pauvreté. Il y a eu des comités qui ont été créés pour travailler sur ces 3 enjeux de travail. Ces comités sont composés, entre autres, d'intervenants, de responsables d'organisations, mais aussi et surtout de citoyens et citoyennes. En fait, c'est vraiment important dans cette démarche-là que les citoyens et citoyennes soient au cœur de la démarche parce qu'ils sont des experts de vécu. Plusieurs ont vécu la pauvreté, la vivent ou ont accompagné quelqu'un qui était en situation de pauvreté. Donc, pour être plus réaliste et plus collé à la réalité des enjeux liés à la pauvreté, c'est vraiment important que les citoyens soient au cœur de la démarche. Puis ces comités-là se veulent ouverts à tous et toutes. Donc c'est vraiment important que si vous voyez cette vidéo, si vous êtes intéressé à participer, à venir donner votre opinion, c'est des comités qui sont petits, qui sont inclusifs, conviviaux. Donc on essaie vraiment là, de faire en sorte que on travaille tous et toutes dans la même direction pour être capable de mener à terme des projets qui sont vraiment utiles puis qui répondent vraiment à des besoins criants dans notre communauté. Si vous voulez joindre un comité, il y a plusieurs manières. Vous pouvez écrire un courriel à l'adresse suivante là, dans le bas de l'écran, mais vous pouvez aussi me téléphoner. Pour ceux et celles qui sont sur Facebook, on a créé un groupe qui s'appelle l'Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale des Basques. Et en fait, c'est une des bonnes manières aussi de se tenir informé de l'évolution des différents chantiers, entre autres.
On souhaite vraiment que la communauté des Basques se mobilise à travers cet enjeu-là qui est majeur. C'est une belle opportunité qu'on a de pouvoir avoir un poids décisionnel dans les projets qui vont être menés à terme. Donc, on souhaite vraiment que vous venez vous impliquer en grand nombre, là, puis qu'on fasse de quoi de collectif, mais surtout quelque chose qui est fort puis rassemblant. Je suis nouvellement présidente du club de gymnastique. Dans le fond, je m'assure que tout se passe bien au niveau du club. On gère bien sûr avec le conseil d'administration, là, on gère l'administratif. Il y a les compétitions aussi, il y a les jeunes, les affiliations à Gymnastique Québec et tout et tout. Puis bien sûr, ben, on essaie d'avoir des projets pour avoir de nouveaux investissements là, pour aider les filles à faire la gymnastique. Il y a qui d'autre avec toi sur le conseil? Il y a Véronique Bérubé, qui est vice-présidente et entraîneur-chef. Il y a Mélodie Ouellette, qui est trésorière. Il y a Valérie Duval, qui est agente de communication. Puis, tout nouveau, il y a Vanessa Moreau, Diane Lepage, Véronique Malenfant. Il y a Dominique Boucher. Il y a Claudia Lagacé aussi, là, qui est nouvellement embarquée sur le conseil d'administration du club. Bien, le club de gymnastique Les Gymnos est là depuis à peu près 2000-2001. Avant, on avait un local en dessous où l'ancien cinéma. Avant, c'était là qu'on avait le local pour s'entraîner. Depuis janvier 2017, on est ici dans notre local grâce à la collaboration avec l'école secondaire. Nous avons fait un beau grand local avec des beaux grands plafonds hauts. Puis c'est ça. Puis depuis septembre 2017, on a aussi là, la concentration gymnastique-acrobatie qu'on donne là, avec l'école secondaire. Dans le fond, on a acheté une nouvelle structure de sol qui est en dessous, qui est à ressort cette fois-ci plutôt qu'une mousse. C'est la nouvelle génération des tapis, donc on a acheté ça pour que les filles puissent performer encore plus quand on se rend en compétition, pour que le sol puisse se poser plus large qu'on avait avant. La structure d'en dessous n'était pas faite pour que je puisse la mettre soit complète, soit à moitié. Celle-là, je peux en mettre comme la largeur que je veux. Fait que j'ai 6 laises comparativement à 7 pour une scène complète, mettons. Ce qu'on avait avant, c'était 4. Donc, on a quand même gagné 2 laises de plus. Fait que c'est plus facile pour les filles, quand on arrive en compétition, d'avoir un semblant de tapis plutôt que pratiquer sur vraiment tout petit puis d'arriver puis être un peu perdu là, dans le grand tapis en compétition. Pourquoi c'est nécessaire d'avoir ça en gymnastique? Bien, c'est les acrobaties qui nécessitent ça. Dans le fond, si on compare avec le cheerleading, eux autres, ça se fait
en espadrille puis sur un sol dur, tandis que nous autres, bien, on est toujours nu-pieds. Fait que c'est plus doux pour les pieds puis c'est plus doux pour les articulations aussi. Les filles sont vraiment contentes d'enfin avoir un grand sol. Ce qui nous reste, c'est la trampoline qui est là, qu'on ne sait jamais où la mettre. Fait qu'il nous manque un peu d'espace encore dans le club pour pouvoir encore mieux performer. Donc, on espère peut-être un autre local pour pouvoir mettre cette trampoline-là et une grande trampoline qui serait posée en permanence pour qu'on puisse travailler cet appareil-là aussi, qui est en compétition puis qu'on ne peut pas vraiment pratiquer nous autres. On en a une dans les locaux d'éducation physique qu'on monte, qu'on démonte à chaque fois. Fait que c'est un peu dangereux avec les filles de travailler avec ça, qui date d'à peu près la construction de l'école. Donc, c'est un vestige, mettons, qui nous dépanne, mais on espère un jour pouvoir avoir plus, ouais. Dans le fond, moi, je suis arrivée en 2009, janvier 2009. Hélène Lebel quittait pour aller étudier dans un nouveau domaine. Puis, comme étant une ancienne gymnaste à elle m'a interpellée chez nous pour essayer de reprendre le club sous mon aile. Puis, j'avais toujours aimé ça, fait que je me suis dit, bien, pourquoi pas? Fait que j'ai commencé avec 8 gymnastes dans le club au complet. On est rendu à plus de 100 gymnastes par session. Fait que on a fait un gros bout de chemin. Le local était désuet. On avait 3 laises, des plafonds super bas. C'était une ancienne salle de quai. C'était très humide. Il y avait des jeunes qui ne pouvaient plus venir parce que probablement qu'il y avait des champignons. C'était oui, plutôt exécrable comme condition. Puis, avec l'école secondaire, le changement de direction puis tout ça, Mme Édith Morin est venue me chercher pour savoir ce qu'on voulait faire parce qu'on avait déjà déposé un projet ici à l'école. Quand elle a pris poste, elle a communiqué avec moi puis le reste du CA. Puis c'est comme ça que de fil en aiguille, on s'est ramassé ici dans l'école, dans ces beaux locaux-là qui nous ont fait exprès pour nous. Mis à part le tapis de sol que vous avez changé, je crois que vous avez eu des investissements dans les dernières années. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, à part le tapis de sol, on a acheté nos barres asymétriques qui sont flambant neuves aussi il y a 2 ans. C'est des équipements qui valent extrêmement cher. Là. Le tapis de sol, on a juste acheté le dessous, c'était 23 000 $. Nos barres asymétriques étaient sensiblement dans les mêmes prix. Fait que oui, on a besoin d'aide pour pouvoir racheter tout ça puis permettre aux filles de travailler sur des appareils adéquats. Mis à part les barres, le tapis, la trampoline, qu'est-ce que ça prend pour faire de la gymnastique? De l'espace. C'est vraiment ce qui nous manque ici, c'est de l'espace. On a une autre paire de barres asymétriques qu'on peut malheureusement pas installer parce qu'on n'a pas d'espace pour la mettre. Le tapis de sol au complet fait 40 pieds par 40 pieds en partant, donc c'est immense. Si on veut avoir plus d'appareils, bien, c'est vraiment de l'espace qui nous manque. On a quand même des appareils qu'on voudrait acheter. On a de l'aide, on a des subventions, on a un peu de sous dans notre compte, mais malheureusement, l'espace nous manque un peu pour pouvoir en rajouter. Ça fait combien d'années que tu fais ça, de la gymnastique? Environ 4 ans. 4 ans? Ouais. OK. Est-ce que tu fais de la compétition, toi? Ouais, c'est ma première année que je fais de la compétition. OK. Est-ce que tu vois une grosse différence avec le récréatif? Ouais, parce que là, on est rendu en compétition. Il y a 3 compétitions par année. Puis on fait 6 heures par semaine. Puis tandis qu'en récréatif, c'était 1 fois par semaine. Fait qu'il y a beaucoup de changements. Est-ce que tu trouves ça dur physiquement? Non, pas trop. Là. On s'habitue avec nos routines au sol, puis c'est ça. On me disait que le tapis il est plus rebondissant là, que l'ancien tapis. Et toi, tu vois une différence? Ben moyen, parce que c'est comme la même affaire. C'est juste que nos mouvements ils se finissent plus en hauteur, ça saute plus haut. Ça fait combien d'années que tu fais ça, de la gymnastique? Bien, ça fait 4 ans que je fais de la compétition, mais avant, je faisais du récréatif. C'est quoi la différence entre le récréatif et de la compétition, là? Bien, dans le fond, le récréatif, c'est des mouvements plus faciles. Aussi, tu sais, tu fais pas la compétition 3 fois par année, tandis que la compétition, t'essayes, t'as des routines que t'es obligé de faire, puis dans le fond, tu fais la compétition, là. Est-ce que c'est beaucoup d'entraînement, faire de la compétition? Bien, dans le fond, c'est 2 heures par soir. Fait que, tu sais, c'est sûr, c'est demandant, mais on aime ça. Fait que, à longue, tu sais, ça fait qu'on a du fun quand on vient ici, là. Là, le club a acheté des nouveaux tapis. Tu vois une différence, toi? Oui, vraiment. Moi, je trouve que ça nous aide plus, genre, ça rebondit plus. Fait que quand on fait des mouvements, c'est plus facile, puis en plus, c'est plus grand. Fait que ça fait qu'on a plus de place pour faire nos routines, puis tout, là. Tu trouves ça dur, faire de la compétition? Après 10 ans, j'imagine que le niveau doit être assez élevé. Bien, dans le fond, j'ai commencé en 2e année. Puis plus que j'ai commencé
à upgrader. Je suis devenue plus habituée, puis là, j'ai compris à gérer mon stress puis tout. Fait que là, ça a devenu plus facile. Fait que là, mes performances sont plus faciles à faire. Puis mes mouvements, j'y connais. Fait que oui, ça va bien. Tu parles de stress. C'est vraiment beaucoup de stress faire de la gymnastique en compétition ou de façon générale? Oui, parce que tu veux bien performer puis tu veux faire comme tu es capable de faire puis au max parce que tu sais que tu peux le faire. Mais si tu le fais pas, c'est un peu décevant. Fait que moi, personnellement, c'est pour moi. Puis je veux vraiment faire comme je suis capable. Puis quand je le fais pas, je suis déçue. Donc le défi, toi, c'est de te donner au mieux à chaque année, c'est ça? Oui. Puis est-ce que c'est un stress qui te pousse à être meilleur ou c'est un stress qui, au contraire, peut te nuire? Bien, c'est un stress qui se transforme en adrénaline, fait que ça m'aide vraiment. Puis là, le club s'est acheté un nouveau tapis. C'est un nouvel outil de travail pour vous autres pour mieux performer. Comment tu vois ça, toi? C'est vraiment aidant parce que tu as beaucoup plus de punch, fait que ça t'aide vraiment dans tes mouvements. Tu as moins besoin de donner plus d'élan, puis c'est plus facile. Ça aide. Puis apparemment, il est plus large que l'ancien, puis ça se rapproche beaucoup plus de ce que tu aurais, toi, en compétition. Est-ce que c'est vraiment plus large? Oui, vraiment. Fait que quand tu arrives en compé, ben, tu sais déjà comment faire ta routine puis où tu vas te placer. Fait que là, c'est plus facile puis c'est moins stressant. Ben, je vais te raconter un peu l'histoire de récupération des basques. Ça a commencé au début des années 90. Un professeur un peu plus visionnaire que les autres avait commencé à installer dans l'école secondaire la récupération du papier, du beau papier, du papier blanc, parce que dans son réseau, il connaissait quelqu'un qui récupérait ça. Ça fait qu'il a habitué les gens de l'école secondaire à ramasser le papier et il en a fait un plateau de travail, mais micro-plateau de travail pour ses élèves en ISPS. Ça veut dire insertion au travail. Fait que petit à petit, ça l'a grandi. Ça l'a grandi. Ils se sont mis à ramasser plus de choses dans l'école. Ils ont acheté un camion et ils ont agrandi la récupération à l'ensemble de la ville de Trois-Pistoles. Ils ont organisé un circuit
sur 3 jours à ce moment-là, à chaque semaine. Ils ont offert le service après ça au magasin qui stockait beaucoup de cartons puis qui savaient pas trop quoi en faire. Ça allait au vidange. Ils se sont mis à ramasser ça. Ils ont acheté une presse. Ils se sont mis à presser des ballots de carton, à écouler ça sur le marché petit à petit. Puis c'est comme ça que ça a grandi. Puis un jour, le gouvernement du Québec a institué le plan de gestion des matières résiduelles. Donc, la MRC s'est impliquée beaucoup plus intensément dans l'ensemble du processus. Là, je te dirais, on était au début des années 2000. Nous, on voyait en récupération des basques à ce moment-là un outil extraordinaire, les bases de quelque chose qui existait, qui offrait un travail exceptionnel avec un produit fini de grande qualité et qui ne suffisait que d'étendre au reste des municipalités pour en arriver aux objectifs de notre plan de gestion des matières résiduelles à ce moment-là. Fait que c'est ça qu'on a fait. On a supporté, je te dirais qu'à ce moment-là, récupération des basques est devenu comme le prolongement de notre bras dans ce domaine-là. Arrive en 2009 l'obligation par la loi et par les pressions, le lobbying des grandes entreprises et des ententes internationales. Il arrive une loi qui dit que à partir de 2009, une MRC ou une municipalité ne pouvait plus donner de contrat de gré à gré à un organisme sans but lucratif dans le domaine des matières résiduelles. Tout ça pour contenter des entreprises privées qui avaient des tentacules là, un peu partout dans le monde. Fait que, bon, on a été obligé de s'associer à ça. On est obligé de commencer à donner des contrats, c'est-à-dire à aller en soumission pour la gestion de nos matières recyclables. Au début, on s'est toujours organisé pour que Récupération des basques obtienne le contrat. On avait des façons de faire, c'est-à-dire qu'on décrivait dans notre appel d'offres des façons de faire pour que Récupération l'ait. On tenait à ce que ce soit récupéré dans des sacs, etc. Ce qui se faisait pas dans les autres MRC. Donc, ça éliminait les concurrents potentiels. Arrive en 2015 la loi 122 qui, elle, vient, je dirais, préciser ou ordonner ou resserrer les normes d'appel d'offres, les normes en matière d'appel d'offres, ce qui faisait que à l'avenir, toute soumission qui serait dirigée ou aurait l'apparence d'être dirigée devenait interdite. Bon, nous, quand la loi est passée, on venait juste d'aller en appel d'offres. Récupération avait eu le contrat pour 3 ans, plus 2 ans. Ça nous a mené jusqu'en fin 2019, où on a dû aller recommencer le processus d'appel d'offres, mais il a fallu aller dans un appel d'offres pan-québécois, sans aucune restriction qui permettait à Récupération des basques de s'accrocher. Cet appel d'offres-là était tellement plus vaste que Récupération, qui opérait dans un domaine d'une façon extrêmement particulière par rapport à l'ensemble des centres de tri du Québec, est sorti avec un prix là, extraordinaire, un prix catastrophique, un prix qui dépassait l'entendement à 421 piastres la tonne. Quand on a vu ce prix-là, quand on a reçu la soumission, on a fait un calcul, on a interrogé nos voisins, les MRC voisines, pour voir quel prix eux payaient. Le plus cher qu'on a trouvé, c'est 135 $ la tonne. C'était la Côte-Nord qui portait toutes ces matières au centre de tri de Via à Lévis. Sans plus tarder, nous, on a appelé à Lévis combien ils nous chargeraient et considérant le faible prix des matières ces années-ci, ils nous ont fait un prix à 145 piastres la tonne. Fait qu'à partir de 145 piastres la tonne, à la 421 piastres la tonne, nous, on s'est dit, pour les citoyens des Basques, une saine gestion nous oblige
à annuler l'appel d'offres de récupération des basques. Bon, on a procédé à l'annulation de la soumission et il y a eu, je te dirais, une levée de boucliers citoyennes et des gens qui travaillaient là et du conseil d'administration, etc., qui sont venus au conseil des maires, au conseil de la MRC pour nous nous présenter, pas leurs hommages, mais nous présenter leurs doléances et leur opposition à notre décision. Ils nous ont fait voir à ce moment-là, chose qu'on savait déjà, mais ils nous ont fait voir tout le mandat social que Récupération des Basques entraînait ou le rôle qu'il jouait dans la récupération d'êtres humains et la valeur économique de l'ensemble des opérations. Fait que, bon, là, les maires ont été un petit peu, je dirais, ébranlés et à ce moment-là, je te dirais que la vue économique a perdu un peu de son importance. Fait qu'ils ont autorisé pas le conseil d'administration, mais le directeur de la MRC et le préfet à entreprendre des négociations avec Récupération des Basques pour voir s'il n'y avait pas une façon de regarder ça autrement, en tout cas, de reviser l'ensemble du dossier pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis, suite à plusieurs discussions, je vous dirais, Récupération des Basques ont refait leurs calculs. Ils ont, je vous dirais, changé leur objectif économique, là, leur calcul économique, en plus avec un esprit d'économie sociale. C'est-à-dire, t'oublies de charger l'amortissement, tu régénères, tu réintègres tes surplus accumulés dans le fonctionnement. Tu n'emploies pas plus d'employés qu'il est nécessaire. Bon, plein d'arguments. Et ils ont baissé leur prix à 240 $ la tonne pour la première année et pour faire sur une moyenne de 5 ans 271 $ la tonne. Nous, à ce moment-là, c'est sûr quand on a regardé ça, on a dit oui, on est encore loin du 145, sauf que si on regarde la valeur de la mission sociale, de l'empreinte économique de gens qui consomment chez nous, de salaires qui sont consommés chez nous, je pense que les maires je te dirais la très grande majorité des maires, sauf un, ont considéré toutes ces valeurs-là et ont revu leur décision et redonné le contrat à Récupération des Basques. Amen. Moi, je pense que Récupération des Basques, c'est un dossier clos pour nous ici. C'est un dossier qui est clos pour les 5 prochaines années. D'ici 5 ans, il va couler de l'eau sous les ponts. Il peut se passer plein de choses. Moi, je pense que Récupération des Basques va continuer à être une entreprise sur laquelle on va miser pour fort probablement plein d'autres choses que de récupérer du papier ou nos matières résiduelles. T'sais. Parce qu'il s'en vient plein de choses là, avec le ministère de l'Environnement sur les centres de tri. Au Québec, les centres de tri sont non efficaces. Le ministère va enclencher un processus de modernisation des centres de tri. Ce serait peu probable qu'il modernise un centre de tri de 800 tonnes. Là. Ils vont y aller dans 20 000 tonnes, dans 100 000 tonnes, mais pas dans les 800 tonnes. En tout cas, on va regarder ça et on va essayer de l'avoir, mais c'est peu probable. Fait que Récupération des Basques, pour nous, va toujours rester un outil indispensable. Ils vont probablement redevenir le prolongement de notre bras comme il était avant qu'on se fasse couper le bras en 2015. Hein. C'est maintenant la fin de l'émission. J'espère que vous avez aimé les reportages qu'on vous a présentés pour cette semaine. Sur ce, avant de se laisser, j'aimerais ça vous inciter encore une fois à nous joindre sur notre page Facebook
notre chaîne YouTube, notre site internet tcbh.tv. Abonnez-vous. Communiquez avec nous si vous avez des trucs à nous faire parvenir, des informations, si vous voulez qu'on aille couvrir vos événements. La télé communautaire est là pour ça. Faites appel à nos services également. Ils sont sur notre site Internet, je le dis jamais assez. Ils sont là pour ça. J'ai d'ailleurs eu un couple cette semaine là, qui m'ont appelé pour faire la numérisation, autrement dit pour prendre un VHS puis le mettre en DVD. Je les remercie d'ailleurs. Si jamais vous avez vous-même des VHS que vous voulez mettre en DVD ou directement en MP4, autrement dit qu'ils soient lisibles sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur, communiquez avec nous, on offre ce service-là. Donc, encore une fois, je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir écouté l'émission jusqu'au bout pour ceux et celles qui l'écoutent jusqu'au bout. Parce que je sais que niveau statistique, j'ai des statistiques quand même, les gens décrochent après un certain moment de l'émission. Puis c'est normal, on n'a plus toute l'attention qu'on a, puis il y a des reportages qui n'intéressent pas nécessairement, donc des fois on fait juste zapper. On change de poste à la télé ou sur le web également. Voilà. Je vous souhaite un très bon temps des fêtes. Profitez-en. Profitez-en pour vous reposer. Puis pour la prochaine année, je vous souhaite de la santé. Parce que je pense qu'avec la santé, on est capable d'atteindre tout le reste. C'est accessible. Je vous souhaite de la santé, je vous souhaite aussi du bonheur dans vos familles. Je vous souhaite que ça se passe bien dans vos familles aussi. Profitez-en, pensez à vous. Et sur ce, nous autres, on se revoit l'année prochaine. Salut tout le monde!